au public qui est présent. Et puis tout de suite après, le diaporama. OK, très bien. OK, à vous la Alors, parole. d'abord, je suis très content et heureux et je me sens privilégié de pouvoir participer à ce webinaire qui part de chez toi, Moussine, de l'Académie Cœur et Vaisseau de Tanger. Peu de mots pour me présenter. Je vais parler de cette aventure, cette magnifique aventure qui est la chirurgie cardiaque mini-invasive. Tout le monde sait que j'ai été formé, que j'ai été chef et fondateur du service de chirurgie cardiovasculaire à Alost, en Belgique. Et après ma carrière à Alost, j'ai commencé à faire le proctor dans de multiples centres en Europe, à Paris, à Leiden, à Zurich et dans de multiples villes en Italie, parce que l'Italie, c'est un petit peu ma deuxième patrie, pour ainsi dire. Je dois dévaler que je suis avec Maître Nick Edwards comme consultant et avec USB Médical qui ont développé mon écarteur pour la chirurgie de la mitrale. Alors, on en est là. La chirurgie mitrale, c'est quoi? Le but, c'est ça. Le but, c'est de pouvoir opérer sur une valve mitrale par un tout petit port de travail sans écartement des côtes. Et là, je souligne immédiatement ça parce que pour moi, le but de la chirurgie mini-invasive doit être un but qui est presque similaire aux traitements et aux thérapies qui sont proposées par les cardiologues interventionnistes, c'est-à-dire qu'ils font une toute petite ponction et ils passent un guide et ils passent un dilatateur et ils passent un cathéter. Nous, ce que nous voulons faire, c'est passer par un trou de travail sans écartement, ce qui va assurer presque pas de douleur, une opération presque indolore, avec une cicatrice qui est presque invisible, et tout en garantissant un résultat des gestes offerts par le chirurgien qui est parfaitement similaire au résultat que l'on aurait pu faire par sternotomie. Ça, c'est le but. L'aventure, c'est en premier lieu l'aventure, le voyage. Et je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça, c'est un grand alpiniste. Moi, je suis fan et passionné par l'alpinisme. Et Yvon Chouinard, il nous a teaché, en fait, on ne va pas à l'Everest pour aller au sommet. On va à l'Everest pour vivre l'expérience, le voyage en soi, l'effort de l'équipe, la camaraderie, etc. On essaye de devenir un meilleur être humain en faisant ça. Et le sommet, finalement, on l'atteint ou on ne l'atteint pas, c'est le voyage qui compte. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir fait ce voyage. Où est-ce que ça a commencé? Tout a commencé en 95 avec les premiers balbutiements de la chirurgie cardiaque mini-invasive, c'est-à-dire l'artère mammaire qui est implantée sur l'IVA, l'artère mammaire qui est prélevée sous vidéoscopie. Je l'ai fait immédiatement. Comme ça, je me suis fait une école de vidéoscopie fantastique parce que quand on a fait 150 prélèvements mammaires sous vidéoscopie sans créer un port de travail par lequel on peut regarder la mammaire sous vision directe, à mon avis, c'est quelque chose de fantastique. Il n'y a pas de sternotomie, il y a mini-accès, il n'y a pas de CEC, pas de circulation extracorporelle et tout se fait sur le cœur battant. Après le premier congrès, il y a 25 ans, c'était le congrès d'Oxford, organisé par Steve Westaby en 96. J'ai de magnifiques souvenirs parce que, voyez-vous, le bonhomme qui avait commencé le Midcab, Federico Benetti, Yann Grandjean, Calafiore et nous à Alost, on faisait les anastomoses et on essayait d'immobiliser le site anastomotique comme ça. Et le premier instrument que lui a utilisé, Federico Benetti, c'était une fourchette dont il avait enlevé, qui avait plié un peu et dont il avait enlevé les deux picots du milieu pour pouvoir immobiliser le site anastomotique. Après, évidemment, on a eu des engins, des instruments beaucoup plus sophistiqués pour faire ceci, mais c'était les premiers balbutiements de la chirurgie cardiaque mini-invasive
Et à mon avis, c'était très important parce que nous étions énormément contestés. Je ne dois pas vous signaler que le monde de l'univers de la chirurgie cardiaque est un univers assez conservateur et nous étions énormément contestés. Après, je suis passé à K-Beach Port Access par le même port de travail, avec un tout petit écartement, vous le voyez bien là, que j'avais conçu moi-même pour voir en partie l'artère mammaire, mais vous voyez aussi qu'il y a un vidéoscope là pour voir la mammaire à l'intérieur sur l'écran et bien la prélever. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de multiples pontages avec, imaginez-vous, un cathéter Fogarty de taille 6 que j'avais introduit dans l'aorte ascendante et par lequel je donnais la première cardioplégie pour arrêter le cœur de cette façon. L'endoclan en lui-même, ça n'existait pas encore. Et comme ça, j'ai pu faire non seulement IVA, j'ai pu faire IVA diagonale et j'ai pu faire des pontages veineux sur la droite et sur la première marginale. Et en plus de ça, vous voyez bien, on pouvait faire des anastomoses sur l'aorte ascendante avec un clan partiel, bien qu'il y avait des contorsions à faire. Vous allez voir que j'avais mes lunettes de travail classique et je devais voir à côté dans le port de travail pour pouvoir faire cette anastomose délicate sur l'aorte ascendante, tandis que les autres étaient faites évidemment sur le cœur arrêté. Et comme ça, j'ai fait, je pense, plus de 150 malades qui ont eu de multiples pontages par le même port de travail. Après, bien évidemment, on a vu l'endoclan qui était à l'époque déjà sorti par porte. Ça devait être 96 et nous étions une des toutes premières équipes, septembre 96, qui sont allés en Suède pour s'entraîner pendant toute une semaine sur la valve mitrale avec l'endoclan, avec les instruments appropriés, avec endoscopie, etc., pour opérer sur la mitrale. L'endoclan, fort contesté, avec lequel certains chirurgiens, et je ne cite pas nom, ont eu pas mal de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respectaient pas assez bien les règles du jeu. Les règles du jeu de l'utilisation de l'endoclan sont extrêmement sévères et il faut les accepter et il faut les appliquer à la lettre. Autrement, on peut faire des dégâts dans l'aorte. L'endoclan, évidemment, il y a un ballon, il y a un cathéter avec 4 lumières. Lumière, gonflage du ballon. Lumière, pression de la racine aortique et lumière où l'on peut aspirer et donner de la cardioplégie. Pour la chirurgie cardiaque mini-invasive, il faut quitter les sentiers battus. Très, très important. Première règle, on quitte les sentiers battus et on arrive à une opération. C'est une des premières que j'ai faites, disons, ça devait être printemps 97, où j'ai terminé l'opération avec un drainage. Là, il y avait le port pour la décharge de l'oreille gauche. Là, il y avait un tout petit trocard, une toute petite incision 2 mm pour le manche de l'écarteur de l'oreillette. Et puis, le port de travail, il était là. Et puis, on a vu une incision, une toute petite incision dans l'aine pour la cannulation. Immédiatement, on a senti que l'environnement était très hostile. Les gens ont dit, monsieur Van Herm, il est fou, il est dangereux, il prend des risques qui ne sont pas admissibles. Son but, c'est du marketing. Obtenir une amélioration cosmétique, tandis que l'opération reste la même. Et en plus de ça, il mettait des doutes sur les bons résultats de la réparation mitrale qu'on pouvait obtenir, nous, par cette petite incision par rapport à la grande sternotomie. C'est comme ça que j'ai réagi. Au début, je m'en faisais beaucoup, mais au bout de quelques années, je me suis dit, écoute, moi, je continue mon chemin. Je sors des sentiers battus parce que pour moi, c'était quelque chose de sacré d'arriver à une autre chirurgie. Est-ce que c'était juste une amélioration cosmétique? Mais non, il y avait beaucoup plus que ça. Le traumatisme et la douleur sont nettement moindres. L'interface sang-air diminue considérablement, ce qui est un grand avantage.
Il n'y a pas de séquestration de leucocytes dans les poumons parce qu'on inspire activement dans l'oreille droite. Les pertes sanguines sont fortement diminuées. Infection de la plaie complètement inexistante. Séjour réa et réhabilitation beaucoup plus rapide. Et cela facilite nettement les redux post-chirurgie par Port Access. Comment je l'ai fait? Et alors là, ce sont des conseils, à mon avis, à laisser ou à prendre, mais à mon avis, ce sont des leçons que j'ai eues de plus de 2500 cas. Moi, je dois être à plus de 3000 mitrales, réparation de la mitrale que j'ai excitées comme ça. Et à mon avis, la première des règles, il faut avoir une équipe. C'est tellement important. C'est fini la période, l'ère du chirurgien qui est dictateur en salle d'op, qui communique à peine avec son anesthésiste, avec l'instrumentiste, avec son perfusionniste. Ça doit être une équipe soudée, où tout le monde est prêt à écouter l'autre, où tout le monde est prêt à communiquer, où tout le monde est prêt à écouter ce que l'autre dit, vice-versa dans les deux sens, tellement important. L'instrumentiste, elle doit savoir ce que le chirurgien est en train de faire, mais sur l'écran, elle voit tout. Elle est beaucoup plus à l'aise que pendant une opération par sternotomie. Le perfusionniste, il doit pouvoir dire pendant l'opération, excusez monsieur Anerman, mais je pense que le ballon a bougé un petit peu parce que la pression dans la racine augmente. L'anesthésiste qui va dire à un certain moment, on a peu de drainage par la veine jugulaire, etc. Ça doit être une équipe vraiment soudée. La préparation est tout. Et puis, j'utilise un dicton anglais, failing to prepare is preparing to fail. Et là, je fais la comparaison. En 2007, je suis allé au pôle Nord à ski, sur la banquise. Là, si tu ne te prépares pas bien, tu meurs. C'est très simple. Tu n'as pas fait le check-up météo, tu n'as pas la propre protection, tu n'as pas l'équipement qui est nécessaire, tu n'as pas le guide qui est nécessaire, tu meurs. Et là, tu meurs en personne. Dans l'autre cas, tu mets ton patient en danger. Le positionnement du patient sur la table. On le positionne comme ça, avec un coussin gonflable sur la table opératoire. Quand on ne dispose pas encore des canules à 2 étages veineuses qui passent dans la veine fémorale, on a souvent fait la canulation de la veine jugulaire, qui est un geste extrêmement facile, qui était chez nous exécuté par l'anesthésiste. Chez une femme, on reste dans le pli inframammaire. Chez l'homme, maintenant, je fais une incision péri-aréolaire. Des fois, un homme, quand il est obèse, j'étends un peu d'un centimètre. Là, 5 mm pour la caméra et là, un trocard. Aujourd'hui, c'est aussi, je pense, environ de 5,5 ou 6 mm pour la décharge et pour le CO2. Puis, on arrive à ça. Mais comment est-ce qu'on y arrive? On parle vraiment de chirurgie par port de travail. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait une petite incision dans le pli inframammaire, j'introduis un doigt dans le thorax pour savoir s'il n'y a pas d'adhérence, parce que ça, des fois, interdit complètement la chirurgie cardiaque endoscopique si les adhérences sont trop fortes et trop violentes et on risque d'endommager le poumon. Évidemment, ça n'est pas du tout permis. Là, je fais un tout petit trocard 5 mm pour introduire la caméra. Et dès que l'anesthésiste a laissé aller le poumon droit avec un Carlens, on arrive dans le thorax, on voit le péricarde, on voit le nerf phrénique, on voit le dôme du diaphragme, on a une vision juste fantastique. On voit des vaisseaux sur le péricarde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu même. Après, des fois, je vais faire la toute petite incision 2 mm là pour le manche de l'écarteur de l'oreille gauche. Et après, je vais utiliser le fameux soft tissue retractor, qui est une invention géniale parce que ça nous permet de créer un port de travail qui est complètement libre de muscles, de graisse, de peau, etc. Et c'est tellement important. Et de temps à autre, et je ne vais pas le démentir, de pouvoir garder à l'intérieur avec l'œil nu, si des fois ça peut être utile. Mais en général, on s'entraîne pour avoir les yeux focalisés sur l'écran et les mains sur les instruments.
Ça, c'est la petite décharge que j'utilise et qui va dans le trocar ici, qui est en général dans le 7e espace. D'accord. Cannulation. Évidemment, on ne peut pas faire la cannulation classique dans l'aorte ascendante. On ne peut pas faire la cannulation veineuse dans l'oreille droite. On fait une cannulation qui est différente. Et la cannulation est différente dans ce sens que Seldinger est absolument obligatoire, c'est primordial. C'est-à-dire, on ne laque plus les fémorales, on ne les incise plus, on ne les clampe pas, on fait aiguille, guide, on vérifie avec l'anesthésiste la position du guide, ou bien dans l'aorte ascendante, ou bien dans l'oreille droite, et après, on dilate et on incite, ensuite on avance la canule. L'artère, exactement la même chose. Guide, on voit bien le guide dans l'artère, dans l'aorte descendante. On est absolument sûr et certain d'être dans la bonne lumière. On dilate avec un dilatateur et puis sur le guide, on passe la fameuse canule qui a une branche en Y. On la voit bien là, la branche en Y, avec une valve hémostatique pour passer le ballon. Et après, nous allons introduire la canule dans l'artère fémorale et brancher au système à la circulation extracorporelle. Préservation myocardique doit être absolument parfaite. Et là, j'avance un petit peu, je vois, il est très important d'avoir la compétence et de savoir tout sur l'utilisation des cathéters. Donc, il n'est, et je souligne ça, il n'est jamais inutile de passer en salle des cathés pour voir comment les cardiologues utilisent les aiguilles, les guides, et comment est-ce qu'ils contrôlent la position des guides, etc., sur l'écran ou sur écho, déjà pour éviter les dégâts de l'aorte. Quand on avance un guide dans une artère, ça doit avancer comme dans de l'huile d'olive. Si jamais il y a la moindre petite résistance, il faut hésiter de continuer et des fois absolument arrêter l'opération afin de contrôler la position de l'endoclin dans l'aorte, surveiller s'il n'y a pas de flux autour du ballon, du moment qu'il est bien positionné, et surveiller le maintien de la position idéale afin d'éviter la malperfusion cérébrale. Quand il y a un mauvais flux ou excès de tension de la ligne artérielle, des fois, on met une canule supplémentaire dans l'autre fémorale gauche, et cela peut se faire avec une canule de, disons carrément, 8-9 de French, ça suffit, et ça peut se faire en percutané, pour éviter à tout prix la dissection aortique. Quand il est impossible d'avancer le guide, des fois, quand il y a une tortuosité dans l'artère iliaque, on ne peut pas avancer le guide, on prend un cathéter de rechange, on met un guide plus raide et après, très souvent, on rigidifie un petit peu et on rend l'iliaque un petit peu plus droite, qui rend la possibilité d'avancer l'endoclin jusqu'à sa position souhaitée dans l'aorte ascendante. Et si jamais ça ne passe pas, on doit toujours avoir un clan de Chitout dans le bac des instruments pour être sûr qu'on peut arrêter le cœur comme ça. Ça, c'est le fameux ballon avec tout ce qui est bleu. Bleu, c'est ballon. Vous voyez, c'est fait pour des idiots, pour des chirurgiens cardiaques. Et on gonfle le ballon par là. Ça, c'est la ligne où l'on peut mesurer la tension dans la racine. Ça, c'est un engin avec lequel on peut éviter que le ballon glisse dans la canule et bouge vers la valve aortique. Et là, on a l'aspiration et par là, on peut donc aspirer dans la racine aortique ou bien donner de la cardioplégie. Là, je suis en train de gonfler le ballon. Vous allez voir que dans l'aorte ascendante, dont mon anesthésiste a donné une belle image, j'ai là une petite seringue avec l'adénosine, je donne l'adénosine et le cœur s'arrête, le ballon il va bouger vers la valve aortique et moi je le retire comme un pêcheur, je bloque au bon endroit et comme ça le ballon il va rester
exactement à 3-4 cm de la valve aortique qui est bien fermée, et après, on donne immédiatement la cardioplégie. Le ballon, il est là, on ouvre le péricarde, et on voit très bien après comment nous allons inciser l'oreille gauche. Custodiol nous donne 2 heures de protection très sûre, et à mon avis, c'est beaucoup plus facile d'utiliser custodiol. Le custodiol, au moins, on ne doit pas réadministrer la cardioplégie tous les 20 minutes ou tout le milieu, et on donne la possibilité de mettre de l'air dans les coronaires, etc. Et en 2 heures, normalement, on a toujours fini le job. Underclamping, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un blessing? À mon avis, il n'y a pas l'ombre d'un doute que dans tout ce qui est chirurgie Rodux, où il est presque impossible de mettre un clamp Chitwood, le ballon est un véritable outil magique, parce qu'il nous donne la possibilité. Là, vous voyez par exemple, je fais une opération Rodux, réparation de la mitrale et remplacement de la valve aortique. Chez qui? Chez un bonhomme qui a eu 4 ou 5 pontages il y a 20 ans et où tous les pontages sont intacts. Là, on voit très bien opération Rodux sur déhissance de l'anneau de la mitrale avec le ballon. C'est simple, quand on a l'expérience de rentrer dans l'oreille, on n'a pas une goutte de sang, et sur l'écran, on voit très bien que tout ce que je dois faire, c'est enlever l'anneau précédent et puis après, essayer de réparer la valve avec les techniques appropriées. C'est un truc que j'ai fait souvent, après une sténotomie. Et après une sténotomie, ça devient très facile de réopérer sur une valve mitrale parce qu'on ne voit pas d'adhérence. Très souvent, là, après, dans un reduc, je mets des points en U, vous voyez bien, et je ne mets pas les points classiques. Cela permet de mieux, d'avoir on peut tirer sur un point qui est beaucoup plus fort que quand on met des points classiques. Imaginez ce patient, une couche adipeuse de 4-5 cm, difficile d'accès dans l'aine. Je suis d'accord, mais une fois que la caméra est à l'intérieur de l'oreille gauche et qu'une fois qu'on a cannulé là et qu'on a mis le ballon, ça devient une opération comme une autre. Et vous, les chirurgiens, vous savez très bien qu'opérer un malade qui est obèse comme celui-ci, ça peut être l'enfer, la galère, parce qu'on ne voit pas ce que l'on doit voir, tandis que quand l'endoscope est à l'intérieur de l'oreille gauche, ça devient tellement facile. 4e point, vous connaissez tous le dicton « surgery is exposure ». Que l'on ouvre ou que l'on n'ouvre pas, que l'on ouvre par sténotomie ou par une petite incision de 4 cm, l'exposition de la valve mitrale reste primordiale. Et là, au début, je mettais toujours des points sur l'anneau, partout, mais on voit très bien ici que la paroi postérieure de l'oreille gauche, elle m'embête, elle embête la vue de l'anneau postérieur, et c'est pour cela que j'ai développé un écarteur avec USB médical avec un ingénieur de Philadelphie qui est comme ça, c'est le fameux HV Left Atrial Retractor. Il y a un manche, il y a un plateau avec un arc, il y a plusieurs superficies de plateau, mais en général, j'utilise toujours celui-là. Et là, il y a un bouton noir qui est un petit peu un truc magique, et vous allez voir pourquoi il est là. À l'intérieur du malade, on arrive à visser là le manche sur le plateau. Ici, on a une sorte de cheville, qui va adapter automatiquement l'inclinaison du plateau par rapport au septum entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Et là, vous voyez, il y a une angulation que je peux manipuler avec le bouton noir, ce qui me permet évidemment aussi de altérer l'inclinaison de mon plateau du moment qu'il est dans l'oreille gauche. Là, c'est la position. Vous voyez, adaptation automatique à la position du septum. L'arc n'est pas encore déployé. À l'extérieur du malade, on a le manche que l'on fixe
avec quelque chose de complètement orthostatique. Dans le but, il ne peut pas bouger du tout. Et après, vous allez voir, ça c'est le problème qu'on avait souvent, on ne voyait pas l'anneau postérieur de l'aval mitral. Et avec l'angère que j'ai créé, on voit à peine l'aval mitral. Avec l'arc, on arrive à parfaitement écarter la paroi postérieure et en plus de ça, mettre notre décharge en dessous de cet arc qui passe dans la veine pulmonaire supérieure gauche. Après, on commence toujours à mettre les points sur l'anneau aux alentours de la commissure antérolatérale. 1 point, 2 points, 3 points. Et après, je fais la fameuse manœuvre qui est connue comme la manœuvre de Van Hermen. On passe un fil d'acier autour de ces 4 points et à l'intérieur, on tire là pour obtenir cette manœuvre-là. Les 4 points qui sont là, qui sortent dans le port de travail, on les chope avec le fil d'acier et avec le fil d'acier, on tire vers le haut à l'intérieur du malade et comme ça, on arrive à bien changer le plan de la mitrale, presque dans un plan perpendiculaire par rapport à l'endoscope et la valve mitrale va s'ouvrir comme une fleur. C'est une très, très belle manœuvre pour mieux voir la valve mitrale. Et après, on fait, comme on l'a fait toujours, on fait une analyse de la pathologie de la valve, comme on l'a appris chez Alain Carpentier, et là on voit très très bien, il y a un prolapsus de la valve antérieure, on peut avancer l'endoscope jusque dans le ventricule pour voir les conditions des muscles papillaires, etc. Et là, vous voyez le bouton noir avec lequel je peux changer l'inclinaison pour mieux arriver avec mes instruments vers surtout la base de la grande valve. Ça risque d'être difficile quand l'angulation est trop importante. Finally, il n'y a pas photo. Il faut avoir la pratique de la chirurgie endoscopique. Le nombre de fois que j'ai vu un chirurgien cardiaque avec un endoscope 30 degrés qui ne savait pas comment le tourner dans un sens ou dans l'autre pour avoir le bon champ de vision. Le nombre de fois que j'ai vu des chirurgiens cardiaques qui n'avaient jamais opéré avec des instruments célioscopiques, ceux qu'utilisent les chirurgiens célioscopiques sont un peu différents parce que eux, ce sont des instruments en forme de pistolet, tandis que chez nous, nous avons 2 joues avec lesquelles on travaille. Il faut avoir la pratique. Et moi, j'avais pris le pli à partir de la première année, c'est-à-dire 98, de les utiliser toujours. Même en chirurgie par sténotomie, je les utilisais pour avoir une pratique et une manipulation idéale et pour pouvoir les manipuler à travers le plus petit port de travail et arriver sur la mitrale et faire exactement ce que j'avais envie de faire. Est-ce que l'on peut enseigner la chirurgie endoscopique? C'est une question que j'ai eue tellement de fois, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et ma réponse était toujours la même. Les jeunes, ils ont plein d'envie d'apprendre. La caste des vieux chirurgiens qui se considèrent established et qui ne veulent pas céder à cette nouvelle technique qui est la technique mini-invasive, n'ont guère envie d'enseigner. Et c'est ça le grand problème de la chirurgie endoscopique. Il faut avoir un chirurgien avec lequel on a un lien particulier, une amitié qui te prend tous les jours. Tous les jours, c'est presque impossible parce que la majorité des centres, ils n'ont pas une mitrale tous les jours. Moi, j'en ai eu 7 par semaine pendant 10, 12, 15 ans. Et ça, c'est une situation évidemment privilégiée pour ceux qui ont travaillé avec moi et pour l'apprendre. Mais c'est absolument nécessaire. Il faut faire ça souvent. Souvent, j'ai eu la question, oui, mais on a besoin de combien de cas pour pouvoir le faire indépendamment? Ça dépend de la relation que l'on a avec le teacher. Ça dépend de la situation sur place. Je cite l'IMM à Paris, l'Institut Mutualiste Montsouris, où j'ai enseigné pendant 2 ans. Il y avait un jeune chirurgien, Costas, il a appris en 6 mois. Et lui, il fait des gestes fantastiques. Je l'ai fait à Leyden, je l'ai fait à Zurich, je l'ai fait à Rome à de multiples reprises, à Rome, à Catanzaro, ou à Monza, etc. Il y en avait qui,
Les jeunes, ils n'ont qu'une envie, c'est de mettre les mains aux instruments, de mettre les mains au scope, etc., et de pouvoir le faire. Mais souvent, il y a un chirurgien plus vieux qui n'a pas envie que la chirurgie mitrale passe dans la main des jeunes. Et à mon avis, ce n'est pas un secret que je dévoile là. Finalement, la chirurgie cardiaque mini-invasive, à mon avis, c'est la route vers une chirurgie routinière de la mitrale. Et je souligne ça parce que je trouve que c'est capital pour le futur de la chirurgie cardiaque. Et on va voir plus tard pourquoi. Ici, on va juste voir quelques interventions. On ne voit pas bien l'anneau postérieur quand je descends l'arc, et hop, et hop, et hop. On voit parfaitement bien. On voit toute la valve, la grande valve. Je mets le premier point sur la commissure entorale, l'anneau à ce niveau-là, 1 mm en dehors, pas sur le feuillet et évidemment pas sur la paroi de l'oreillette. Après, je commence l'inspection de l'analyse de la valve. A1, A2 normal, A3, c'est presque un tronc d'éléphant, c'est gigantesque, il y a un prolapsus et là, j'ai pris l'option de faire une petite résection. Je souligne immédiatement la résection sur la valve antérieure, elle doit rester petite. On a besoin de ce tissu, donc ne jamais trop réséquer. Des fois, ce que j'ai fait, c'est juste une incision radiaire et puis on enterre les berges de part et d'autre par un point qui part du ventricule qui va vers l'oreillette. De l'autre côté, oreillette ventricule et le nœud, il s'enterre à l'intérieur. Et après, on fait un surjet. Ça, c'est un mouvement un petit peu accéléré, vous avez compris. Et pour obtenir une surface assez lisse sur la grande valve. C'est par là que le sang passe et on ne veut pas des phénomènes thromboemboliques. Et voilà, là, le prolapsus sur A3 a presque disparu. Après, on avait décelé aussi un prolapsus sur P3. Je mets un Gore-Tex dans la tête postérieure du muscle papillaire postéromédial et je le fixe sur P3. Point en U sur la tête du muscle papillaire et puis après, juste dans le bord. Et après, je mets un pledget dessus. Vous allez voir le pledget qui passe sur P3 juste là. Et après, on va faire le nœud sur le pledget. Voilà. Quand on fait le test à l'eau, j'avais constaté qu'il fallait un point de plus là parce que le bord n'était pas assez bas. On refait le test à l'eau et on noue les cordages après avoir mis un clip sur le cordage là. Je mets un clip, très facile, on ne croche pas les Gore-Tex. Là, je sais que j'ai la bonne longueur et je fais le nœud sur le clip. Très facile. Comme ça, on ne va jamais arriver dans la situation où le cordage est trop petit. Résultat final, une magnifique ligne de coaptation, prolapsus disparu sur A3, plus de prolapsus sur P3. Le cas suivant, je me souviens, c'était une jeune fille de 36 ans avec un prolapsus énorme sur A1, A2 et une partie de A3. Vous voyez, P1, P2, c'est normal. A1, A2, grand prolapsus de 7-8 mm au moins. Et on va regarder à l'intérieur. Ce qu'on voit à l'intérieur, c'est que les muscles papillaires et les cordages là ne sont pas normaux. Ils sont atteints, je n'ai jamais su de quoi, mais de toute façon, il y a une élongation qui s'est produite sur une certaine pathologie. Je mets les cordages juste en dessous de la cime fibreuse du muscle papillaire et toujours un point en U. Je vais vous dire, je n'ai jamais compris les points en 8. Les points en U, cela permet au cordage de s'adapter automatiquement et d'avoir une tension parfaitement équilibrée sur les deux brins. Cela fait qu'il n'y a jamais trop de tension sur un brin par rapport à l'autre, parce que quand c'est le cas, c'est particulièrement ce brin qui va fibroser, qui va calcifier au fil des années. On les met dans le bord libre de la partie qui prolabe et après, nous allons ajuster comment. Je mets d'abord un felt en Gore-Tex et après, on fait le test à l'eau. Et sur le test à l'eau, nous allons mettre
le clip exactement là. On sait exactement, on connaît parfaitement bien la longueur du Gore-Tex. On fait ça de part et d'autre. Là, j'ai mis 3 Gore-Tex et on noue sur le clip. Un geste tellement facile. Après, évidemment, il faut un anneau pour corriger la forme de la mitrale et faire qu'il y ait une bonne cooptation entre le bord libre de la grande valve et la petite valve et obtenir un résultat parfait. Je noue sur les clips. Je laisse les clips en place. Après, cas suivant, on a une belle exposition de la mitrale. On met un point sur l'anneau au niveau de la commissure antérolatérale, là, 1 mm en dehors de l'anneau, pas sur le leaflet, pas sur la paroi. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un immense prolapsus de A3, non seulement A3, mais aussi la commissure postérmédiale, là, gigantesque, et P3. Et on voit bien les cordages en forme d'éventail qui partent de la tête intermédiaire. Voilà, ça c'est la tête intermédiaire, tête antérieure, tête postérieure du muscle papillaire. Et si l'on arrive à abaisser cette tête intermédiaire par un cordage Gore-Tex vers la tête postérieure, qui est toujours 9-10 mm plus bas dans le VG, on arrive à tirer sur tous les cordes qui sont en forme d'éventail et qui soutiennent la partie de la commissure et aussi A3 et P3. On tire en même temps sur tous ces cordages, et c'est-à-dire que la longueur a beaucoup moins d'importance, c'est clair, parce que les lèvres de P3 et A3 descendent en même temps que la commissure. Et déjà là, avec ce geste-là, on voit que la gueule de la mitrale change énormément. Là, je vais mettre un felt. Le felt, là, il doit être plus dur. En général, maintenant, je mets un felt téflon parce que le ventre de la tête postérieure, là, vous voyez très souvent, il n'y a pas de cime fibreuse et il faut quand même que ce soit un attachement assez costaud. La tête intermédiaire part vers la tête postérieure et après, on voit que la gueule de la valve a changé considérablement. On peut utiliser le même Gore-Tex qu'on a lié là pour le remettre sur A3 ou P3 si l'on a envie. Là aussi, il fallait un cordage sur A2 et donc une fois, toujours la même chose, point en U, felt derrière, felt Gore-Tex derrière le muscle papillaire, ça tient toujours, il ne faut pas avoir des doutes, et le point en U bloque le règlement de tension entre les deux brins, là, et à mon avis, c'est défavorable. Donc là, encore une fois, un Gore-Tex, c'est rare que j'utilise tellement un Gore-Tex, mais ici, c'était absolument nécessaire. On voit une belle image, là, des cordages en forme d'éventail qui sont tirés vers le bas, vers le muscle papillaire postérieur. Les cordages à la bonne place sur le bord libre, le testalo, les clips, et puis on noue les cordages sur le clip. En fait, je ne vais pas parler longuement de la valve postérieure, parce que Patrick l'a fait à ma place, et c'est le maître de la valve postérieure de P2 et de la loi Respect instead of Resect. Mais j'ai les mêmes principes pour la valve postérieure. Quand il s'agit de la valve antérieure, c'est toujours Gore-Tex. Quand il s'agit de la commissure postéromediale, c'est toujours abaissement de la tête intermédiaire du muscle papillaire postérieur. Et là, finalement, on met tous les points sur l'anneau. C'est très capital, à mon avis, de les mettre, de bien les mettre pour avoir une belle vue de la mitrale. Là, j'abaisse le felt en Gore-Tex pour avoir une bonne cooptation. Je peux l'abaisser comme ça, vous voyez. Après, je mets le clip au bon endroit. Ne croche pas les clips. J'ai toujours laissé les clips. La question, vous n'avez jamais rupturé un cordage? Non, jamais. J'en ai mis des centaines et des centaines. On le pose gentiment, voilà, gentiment, le clip avec un instrument approprié. Et après, on noue sur le clip. Ça donne des résultats fantastiques. Je n'ai jamais eu de problème pour la longueur des cordages. On gonfle bien le VG. Et puis après, des fois, comme le nœud là,
cela sautille à l'image écho pour les cardiologues et ils pensent qu'il y a une endocardite. Donc, j'aplatis les nœuds sur la face de la grande valve. Comme ça, ils n'ont rien à dire sur leurs idées d'endocardite après, parce que ce ne sont que les nœuds des cordages. Suivant. Très important, là, on a on a quoi? Hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Je détache la valve antérieure. Après, je vais voir exactement où je dois réséquer. Je le prends avec un petit problème 4.0. Et puis, il est clair et il n'y a pas photo qu'on ne voit pas mieux, mais qu'on voit 100 fois mieux ce que nous devons réséquer au niveau du culot d'éjection du VG. On peut partir à 2 mm en dessous du bas-fond des cuspides de la valve aortique. Et après, pour faire la reconstruction, je mets un patch péricardique parce qu'autrement, on recrée la situation dans laquelle la grande valve ne peut pas avoir toute son excursion vers la valve postérieure. Là, vous voyez le patch dans la base de la grande valve et vous voyez le résultat, un culot d'éjection qui est large, particulièrement large, et une valve mitrale qui est devenue parfaitement compétente. 4e chapitre, pourquoi la chirurgie cardiaque mini-invasive? Pourquoi? Parce que c'est le portail de l'avenir pour le chirurgien cardiaque. Je ne dois pas vous dire que la chirurgie des coronaires, je pense que d'ici 10 ans, ça pourrait être fini. Ils vont pouvoir enlever chaque cathérome, ils vont pouvoir mettre des stents partout. La valve aortique, c'est une grande artère coronaire où ils font exactement la même chose, ils mettent un stent, il y a une valve dedans. La valve mitrale, les gestes précis que nous avons appris pour bien réparer, eh bien, à mon avis, remplacer une valve mitrale chez un patient jeune, une jeune femme de 40 ans, un homme de 50 ans, je ne sais pas quoi, ce serait un crime. C'est notre boulot, mais on doit pouvoir le faire par ce port de travail-là. Parce que au XXe siècle, il y avait un dicton no gain without pain. C'est mal appelé. No gain without pain. Il n'y a pas de gain sans douleur. Au XXIe siècle, vous savez ce que les patients disent? Moi, je veux whatever gain, but certainly without pain. Je ne veux pas de douleur. Je ne veux pas une période de réhabilitation qui va durer 3 mois. Je ne veux pas de problème de sténotomie. Je ne veux pas de problème d'infection, etc. Et il y a tellement d'options différentes pour les pathologies cœur et vaisseau, bypass versus PCI, AVR versus TAVI, MVR versus MitraClip, aortic disease, opération versus stent, etc., etc., etc. Et il est clair que nous serons de plus en plus dans l'avenir face à ces questions primordiales qui se posent aussi bien pour les cardiologues dans la clinique, pour les cardiologues interventionnistes, pour les cardiologues électrophysiologues et tous les chirurgiens. Et là, pourquoi? Parce que dans l'avenir, il y aura beaucoup plus de vieux, c'est pas loin l'un de l'autre. Eux, ils ont tellement d'intérêt d'avoir une chirurgie moins invasive, plus de calcium, plus de situations redux, plus de frailty, plus d'obésité, COPD, etc., etc., etc. Tous, ils ont intérêt à avoir des interventions moins invasives, des approches hybrides, aesthetic appearance, changing lifestyle. Quality is more important than longevity for all of them. And then they have communication in Facebook. They're aware of everything. Cela veut dire qu'ils communiquent beaucoup plus et qu'ils ont des demandes précises, tandis qu'il y a 20 ans, le patient il ne posait aucune question. Aujourd'hui, il pose des questions. Il veut, je veux ceci, je veux cela parce que mon voisin a eu ça, etc. Il a eu une approche hybride. Hybride, percutané, fast rehabilitation, less invasive procedures. C'est ça ou rien pour le chirurgien dans le futur. Tous les jeunes, ils veulent des traitements percutanés, approche hybride, fast rehabilitation, none of the old-fashioned, etc. Donc, le new paradigm, autrefois, il y avait ça, cardiologie, cardiac surgery, cardiologie et imaging. Dans le futur, ce sera cela, que l'on le veuille ou pas. Et il faut se préparer à la situation
où on devra avoir une meilleure communication avec tous les agents qui agissent dans ces cercles. Ceci, c'est la preuve que quand on fait une chirurgie porte-access bien faite, on obtient exactement les mêmes résultats. Et là, moi, j'ai comparé 355 P2 que j'avais fait avant octobre 2010, entre février 97 et octobre 2010. Là, Patrick, il faisait encore que des sténotomies. Il a commencé à faire de la mini-invasive je pense, en 2006-2007, suite à des images que je lui ai présentées. Guélinov, il fait maintenant de la robotique. David, il n'a jamais fait de la mini-invasive parce qu'il n'a pas la patience, mais les résultats sont les mêmes. Et puis, il y a quand même encore des mecs qui disent there is no such thing as minimally invasive mitral valve surgery because the result is way more important. What does it mean, minimally invasive mitral valve surgery? Eh bien, ils sont comme ma bobonne. Ma bobonne, un jour, elle m'envoie un message. Hugo, qu'est-ce que ça veut dire IDK, LY and TTYL? Et moi, je lui réponds, I don't know. Love you, talk to you later. Ce qui est fait à IDK, LY, TTYL. Tu sais ce qu'elle me répond? OK, I will ask your sister. Ces mecs qui n'ont rien compris. Il faut aller vers une chirurgie qui s'éloigne de ça. Il ne faut pas se contenter de ça parce que ça n'est pas de la chirurgie mini-invasive. J'ai vu des types qui prétendaient faire la mini-invasive, ils pouvaient mettre leur tête dans le thorax. Ce n'est pas de la chirurgie mini-invasive. Ça, c'est une belle transition pour obtenir finalement ceci, des canulations percutanées, un port de travail, soft tissue retract, et puis des trocars-portes pour endoscopie, pour le manche de l'écarteur de l'oreille gauche, pour la décharge et CO2. Finalement, nous serons en compétition avec celui-là. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Si l'on compare ça à ça, on perd la bataille, toujours. Et souvent, il y en a plein qui ont déjà perdu la bataille. Les jeunes, please go for this. Et vous serez un agent important. Because dans le Heart Team, ça c'est une vision bien trop romantique du Heart Team, mais ça ressemble souvent à ça. It was too romantic. Et puis finalement, on ne veut pas cette situation, le cardiologue il est là, et le chirurgien cardiaque il est là dans le futur. Et à mon avis, le Heart Team, il faut être sûr et certain d'avoir l'armement complet de part et d'autre. Aussi bien les cardiologues que les chirurgiens. Si les chirurgiens n'ont pas un programme mini-invasif, eh bien, dans la Heart Team, ils n'ont rien à dire, à mon avis. Mais il y a beaucoup de malentendus et il y a beaucoup de concepts erronés. Par exemple, les cardiologues ignorent souvent ce que le chirurgien endoscopique est capable de faire. Ceci, par exemple, un jeune de 16 ans qui s'est écroulé quand il faisait du vélo avec son papa, il n'y avait plus de sang, plus de place entre son septum et la valve antérieure. Chez lui, j'ai fait une opération endoscopique. Ça s'est passé en 2006. On est 15 ans plus tard. Le jeune vit encore. Il a juste une petite calcification dans le patch de la base de la valve antérieure. Il y a des cardiologues qui ne savent. Il y a des cardiologues qui le savent. Par exemple, cette dame, 2005, Barlow's disease, treated with 2 MitraClips. On va dire, oui, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Finalement, en 2011, elle revient avec atrial fibrillation et mild dyspnea. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a de nouveau une grande insuffisance de la mitrale. Cybercar, voilà, on voit bien les clips. Cybercar l'a envoyé chez un ami à moi, Alfredo Trento, et il a fait 6 ans après le MitraClip, il a fait robotic mitral valve, il a pu obtenir une réparation parfaite. Quelle était la conclusion de Cybercar? Si l'on a un malade avec MitraClip et on va à un échec après tant d'années et un chirurgien qui veut remplacer la valve par sténotomie, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le chirurgien, on ne remplace pas la valve. Il y a aussi pas mal de chirurgiens qui ne veulent pas savoir ce que les cardiologues savent faire. Et il y a certaines techniques transcathétères qui sont fantastiques. J'ai vu moi-même un patient il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, il avait 91 ans, il avait un prolapsus de P2. Je l'ai envoyé chez quelqu'un qui faisait le MitraClip sur P2A2.
la réussite était parfaite. Il est sorti de l'hôpital après un jour sans insuffisance mitrale. Il faut faire le bon jugement. Et il ne faut pas dire « it's experimental, it's controversial ». Non, ça peut donner des bienfaits énormes aussi. Jouons avec les bienfaits de la mitraclip, de la chirurgie mini-invasive. Il y en a un qui a compris, qui a tout compris. Déjà en 2004, il m'a envoyé un mail. Hugo, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai l'occasion d'aller voir Colombo dans la salle des cathétérismes. Je vais apprendre les techniques de cathéter et puis, à mon avis, dans 10-15 ans, pas mal de la pathologie structurelle du cœur sera guérie par des gestes transcathétaires. Il a eu raison, il est dans la stratosphère, Francesco Maizano. Il est retourné à Milan maintenant et il joue un rôle très, très important en tant que chirurgien hybride qui connaît les deux domaines parfaitement bien. Teamwork, minimally invasive, transcatheter, early treatment, stepwise and combined strategy. C'est tout ce que nous avons besoin. Le vrai heart team, on fait les procédures ensemble, on fait le jugement ensemble, on a le respect des expertises de part et d'autre. Everybody does everything. Et last but not least, we have to share a common budget, obviously. À mon avis, Michael Mack, il a dit tout déjà 5-6 ans. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. On a sous-estimé les résultats de PCI sur les artères coronaires, sur la valve aortique. Ne sous-estimons pas les progrès qu'ils vont faire sur la mitrale, mais défendons notre cause avec les moyens qui sont là, qui sont appropriés, avec les moyens que l'on peut faire beaucoup, c'est-à-dire la chirurgie endoscopique de la valve mitrale. Je recommence sur la banquise. Il y a plein de risques. Des fois, nous devions mettre nos traîneaux dans l'océan Arctique pour pouvoir passer des chenaux, vous voyez bien. On a eu des rencontres avec des ours et finalement, on devait naviguer pour arriver au pôle Nord. C'est comme ça qu'on a quitté le pôle Nord. Et une fois de plus, cette aventure, ce voyage du développement de la chirurgie cardiaque est un voyage juste fantastique pour moi. J'espère de tout cœur que je vais pouvoir proctorer encore dans le futur, donner des bons conseils, essayer d'être sur place pour tellement de jeunes chirurgiens pour apprendre cet outil qui est un outil fantastique qui va nous aider pour défendre notre métier, qui est le plus beau métier du monde. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Hugo. Moi, je suis ému, émerveillé, bluffé par votre présentation, par la qualité des images, par la qualité des iconographies, et aussi émerveillé de savoir que dans la famille Hugo, on aime l'aventure. Hein. On a escaladé le Toubkal, mais on a fait aussi le pôle Nord. Il faut l'esprit de l'aventurier pour faire ceci, c'est sûr. Bah, très bien, ça va de pair, j'imagine. Ça va de pair avec ce que vous faites dans un bloc opératoire. Je suis sûr et certain que opérer un malade, ce n'est jamais une aventure, bien entendu. Vous l'avez bien expliqué, c'est une préparation obligatoire, une préparation de la réussite. Sinon, c'est l'échec, comme vous avez bien expliqué. Alors, avec nous, professeur Hicham Ben Youssef, qui est chirurgien cardiaque à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca. Il est panéliste et souvent présent dans les webinaires qu'on fait ensemble. Je tiens à vous le présenter parce que c'est un des chirurgiens qui ont envie de développer de la chirurgie cardiaque moderne ici au Maroc. Et il a l'avantage d'évoluer dans une structure hospitalière top et qui répond aux normes et aux exigences des standards européens. Alors, voilà, Hicham, si tu as envie de prendre la parole, de te présenter. Est-ce que vous m'entendez? On me donnera l'occasion de voir s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. 5 sur 5. Merci, merci. Écoutez, Monsieur Hugo, c'est un grand honneur, un grand plaisir d'assister à ce webinaire. Donc, je me présente puisque je pense que vous ne connaissez pas. Donc, je suis Hicham Ben Youssef, je suis chirurgien cardiovasculaire, chef de service à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca. Donc, j'ai fait mon cursus à Rabat, au CHU de Rabat. Donc,
auprès de professeur Mazouzi, Wajid. Et puis, j'ai fait une partie de ma formation au CHU Henri Mondor de Créteil à Paris, où j'étais avec justement Koskas, qui était un ami. On a été ensemble pendant une certaine partie à Paris, avant justement qu'il ne rejoigne l'Institut Mutualiste Montsouris. Et je garde un peu le contact avec justement Kostas. C'est un réel plaisir vraiment vous nous avez, comme a dit Martine, mon ami Martine, vous avez un peu bluffé, mais je pense que c'est la dure réalité et il faut qu'on soit prêt. On a eu l'occasion de faire aussi bien au CHU de Rabat qu'à Créteil un peu de robotique, un peu de mini-invasive. On est, comme vous le savez, un pays où on a beaucoup de chirurgie valvulaire, donc c'est un peu notre quotidien. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de barlots pour faire énormément de réparations, mais on a l'occasion, dans notre expérience, de faire pas mal de réparations mitrales. Et par contre, de faire de l'endoscopie comme ça, c'est un challenge en tout cas pour moi. C'est un réel challenge de faire de toute endoscopie. Comme a dit Mohsin, dans notre structure, on a beaucoup d'ambition. On a formé une équipe là, depuis, disons, 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis chef de service. On est en train de développer une belle équipe. Et effectivement, c'est la Hard Team, c'est la Build Team. On a compris ça fait pas mal de temps. Et on est en train d'essayer de travailler pour développer. On a besoin de procteurs, on a besoin de gens compétents, de personnes expérimentées. Et bien entendu, c'est un grand honneur de faire partie un petit peu et puis de faire appel aussi à vos compétences, à votre expertise pour aider nos jeunes centres justement pour aller de l'avant. Franchement, moi j'ai une seule petite question. J'ai vu le pouce-nœud, c'est des choses que personnellement j'ai un peu, j'utilise un peu, je vole un peu les instruments à mes collègues célioscopistes. Je peux faire aussi bien sur le cœur ouvert, c'est-à-dire même sur la sternotomie, je fais des mini-sternotomies, on essaie de développer un petit peu tout ça. Moi, ma question, c'est toujours la protection myocardique parce que les personnes qui sont un peu farouchement contre tout ce qui est mini-invasif et endoscopie, et puis, bon, c'est aussi un petit peu une peur bleue que nous avons tous en tant que chirurgiens, c'est au moment de déclampage, si on a un cœur qui gonfle, on se sent un petit peu mal, je dirais. Et donc, par rapport à la protection myocardique, quels sont vraiment les éléments, où est-ce que vous passez vos wires pour la stimulation? En fait, le moment crucial, à mon avis, c'est quand le cœur reprend sa fonction. Et là, il faut qu'il soit bien déchargé, effectivement. Mais parfois, on a besoin de défibriller, on a besoin de voir ce ventricule gauche ou de le palper. Je ne sais pas si l'échocardiographie, si le TO en salle d'op, est-ce que c'est un outil que vous avez expérimenté qui est suffisant? Quels sont vos conseils pour nous en tant que jeunes chirurgiens cardiaques qui essayons de développer justement cette chirurgie mini-invasive? Voilà, merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment un réel plaisir de vous écouter. Eh bien, mon ami Hicham, tu touches là au tendon d'Achille de la chirurgie mini-invasive. Il est clair et net que une bonne protection myocardique est primordiale et jamais de la vie on pourra faire face à des chirurgiens qui sont hostiles à cette forme d'opérer du moment qu'on a un problème majeur de protection myocardique après une opération mini-invasive. C'est la raison pour laquelle
moi, j'ai commencé avec l'endoclan, j'utilise l'endoclan depuis 20 ans, mais je dirais, au début d'une expérience, n'hésitez pas à faire un port de travail un petit peu plus grand, une thoracotomie par laquelle on arrive au début d'avoir une vision directe. N'hésitez pas à mettre un clan Chitwood sur l'aorte par une contre-incision. N'hésitez pas à faire une bourse classique sur l'aorte ascendante pour être absolument sûr et certain d'avoir une bonne protection. Je répète une fois de plus, custodial, moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça vous donne une liberté de 2 heures de travail après lesquelles, en général, le travail est fait. En ce qui concerne les pacing wires, ce n'est pas anodin du tout de mettre des pacing wires pour un petit port de travail. Il faut des gestes très particuliers et je peux les enseigner évidemment, mais un saignement au niveau des pacing wires ou sur le VG, le soir, on est en train de faire une sténotomie et ça serait trop dommage, mais c'est arrivé chez moi. Et donc, il faut faire ça avec beaucoup de précautions. Après, en ce qui concerne la défibrillation, je dois dire d'abord qu'il est très rare qu'on en ait besoin et on utilise des pads qui sont sur la peau du malade à l'extérieur et en général, cela ne pose pas de problème. Mais il est primordial, en début d'une expérience mini-invasive, faites une incision un petit peu plus grande. Il est primordial déjà d'avoir l'expérience du pouce-nœud parce qu'il ne faut pas le rire avec le pouce-nœud. Les chirurgiens disent, mais Van Hermen, il me venait en dire qu'on ne sait plus faire un nœud. Bien sûr que vous savez faire un nœud classique en sténotomie, mais le nœud à l'intérieur avec un pouce-nœud est un nœud différent parce que vous lancez le nœud de la main droite et vous poussez de la main gauche et vous faites en général la chose inverse, c'est-à-dire vous lancez le nœud de la main droite et vous poussez de la main droite. Donc l'architecture du nœud est différente et cela fait que quand on bloque un nœud à 2-3 mm à l'intérieur sur un cordage Gore-Tex, c'est dramatique parce qu'immédiatement on va perdre 20 minutes pour tout réparer. Utilisez le nœud spécialement et particulièrement de la chirurgie mini-invasive de la valve aortique qui ressemble très fort à la sténotomie, sauf le pouce-nœud et les instruments. Utilisez-les. N'hésitez pas, saisissez toute opportunité pour vous entraîner avec le pouce-nœud et les instruments. Après, quand vous passez par un port de travail un petit peu plus grand et le clan de Chitwood et vous avez le bon écarteur, utilisez un endoscope. Pourquoi? Comme une lampe, comme une frontale à l'intérieur du malade au début. Et après, vous allez faire la transition d'avoir les yeux focalisés sur l'écran. Vous allez constater qu'en fait, avec l'image sur l'écran, on voit 100 fois mieux. Seulement, vous n'êtes pas habitué à la transition d'avoir les yeux focalisés sur l'écran et les mains quelque part d'autre. Moi, quand je dois faire un pontage et une réparation de la mitrale en sternotomie et que je vois la mitrale à 30 cm, je suis très mal à l'aise. Je vous assure, je suis beaucoup plus à l'aise avec une belle image sur la mitrale et une image qui me donne tous les éléments de l'analyse pour la pathologie et tous les éléments pour bien réparer. Mais comme ça, doit y avoir une transition qui est fluide, qui est soft, qui n'est pas trop abrupte, surtout pour ne pas avoir des accidents parce que les autres, ils vont vous matraquer, ils vont vous tirer dans le dos. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai aussi un petit peu l'expérience, une petite expérience en termes de formation. Donc, c'est-à-dire que je suis enseignant à l'Université Martin Six des sciences de la santé à Casablanca. Oui. Et justement régulièrement des séances de formation destinées principalement aux résidents de chirurgie cardiovasculaire. Et là, on en est à notre deuxième événement. On appelle ça le Junior Masterclass. Et effectivement, nous avons même construit des box justement de célioscopie pour les mettre pour les prochaines séances, les prochains masterclass, les mettre à disposition justement des jeunes chirurgiens cardiovasculaires pour qu'ils puissent justement utiliser un pouce-nœud, faire
utiliser tout, utiliser le porte-aiguille, etc. et s'entraîner parce que c'est, comme vous l'avez dit, il faut une transition. Pour avoir une transition, on le fait plus en simulation dans un premier temps. Et donc, nous disposons aussi d'un centre de simulation adapté. Et je suis vraiment aussi intéressé avec mon ami Maxime qu'on puisse organiser avec vous des événements futurs où vous pourrez, le proctor, disons l'expert justement de la chirurgie endoscopique cardiovasculaire. Et voilà, donc là, je vous invite déjà à nos futures manifestations pour les jeunes chirurgiens, puisque comme vous, nous sommes très investis, aussi bien Maxime que moi, nous sommes très investis dans la formation de nos futurs chirurgiens cardiovasculaires. La chirurgie cardiovasculaire sera différente, nous en sommes convaincus, et il va falloir suivre et former justement. Merci beaucoup pour votre réponse et je donne la parole à mon ami Maxime. Merci à toi, cher Hicham, pour ton intervention. Merci à cher Hugo pour toutes tes explications. Alors, ce qu'on a bien compris à l'occasion de ce topo, c'est que voilà, le chirurgien cardiaque d'aujourd'hui, il doit évoluer, il doit se mettre certainement aux techniques mini-invasives et ne pas être concurrencé sur un champ par les, je veux dire, nos amis cardiologues interventionnels. Et donc, l'envie est certainement là. Heureusement, aujourd'hui, il y a pas mal de chefs de service qui sont présents à ce webinaire, à cette manifestation. Et je pense que voilà, l'idée, c'est de faire bouger un petit peu les choses et de passer de la chirurgie conventionnelle à la chirurgie mini-invasive. En tout cas, la volonté est fort présente. Alors, moi, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai apprécié dans l'iconographie à l'occasion de votre présentation, c'est la qualité de l'image. Et on peut même jusqu'à enfoncer l'endoscope et voir l'appareil sous-valvulaire. Et ça nous autorise donc à faire des gestes, comme vous l'avez bien montré, sur les piliers et sur les cordages au niveau de leurs insertions, au niveau des piliers. Et donc ça, c'est pas toujours possible à l'occasion d'une sternotomie. On sait très bien que la valve mitrale, c'est plutôt une structure postérieure, alors que la sternotomie, c'est un abord antérieur et c'est un peu parfois challengeant donc, de s'exposer et de bien voir. Cher Hicham avait parlé de la protection myocardique et tout de suite, ça a évoqué une petite question dans ma tête. Est-ce que vous avez déjà été amené à faire un geste mitral à cœur fibrillant, particulièrement quand il s'agit d'opérer des insuffisances mitrales ischémiques chez des patients rédux de chirurgie coronaire et chez qui voilà, il y a des pontages qui sont toujours perméables et ce n'est pas possible d'arrêter le cœur. On va clamper, on ne pourra pas donner de la cardioplégie. Si on fait, il y a des pontages qui sont éventuellement mammaires qui sont toujours perméables. Quelle est votre expérience par rapport à ça, Hugo Vanin? Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Ayant beaucoup d'expérience avec l'endoclan, j'ai toujours utilisé le ballon en cas de redux et là, il est extrêmement utile. Je ne vais jamais démentir que c'est possible de travailler sur un cœur fibrillant, mais je ne cache rien en disant que le taux d'accidents cérébraux après une intervention à cœur fibrillant est nettement supérieur au taux d'accidents thromboemboliques cérébraux après l'endoclan. Et donc, il faut quand même être extrêmement prudent. On imagine qu'on travaille sur un cœur fibrillant, suffit d'une pulsation, d'une contraction et l'air part. Il est évident qu'on utilise toujours CO2, au moins 2-3 litres par minute. On insuffle le thorax avec du CO2. Donc, il est rare qu'on voit des bulles quand on déclampe, mais cœur fibrillant, il reste un petit danger, il reste un risque de phénomène thromboembolique au niveau du cerveau et ça serait très dommage. Il est évident que vous, au début, vous n'aurez pas l'expérience de l'utilisation du ballon pour le faire de cette façon et cela va vous sortir des problèmes lorsque vous aurez un patient avec 4 pontages qui sont ouverts où il faut faire une annuloplastie. Cela peut aider, mais restez quand même extrêmement prudent et prenez toutes les précautions pour éviter les phénomènes thromboemboliques. D'accord, très bien. Donc, en m'intéressant toujours à l'insuffisance mitrale ischémique est quelque chose qui me passionne beaucoup depuis un certain temps.
Et donc, j'en ai fait quelques-unes d'ailleurs avec professeur Olivier Gégaden. Et le souci était d'arrêter le cœur, ou bien d'accepter d'opérer à cœur fébrilant. Est-ce que c'est utile? J'ai vu un peu dans la littérature que ça peut être utile d'aller disséquer à ma mère interne gauche, à son origine, par une petite incision sous clavier, et pouvoir la clamper le temps donc, de la cardioplégie et de l'arrêt cardiaque. Il ne faut pas la clamper, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait souvent des réductions sur des coronaires. Et là, en général, j'ai fait descendre la température jusqu'à 29-28. À ce moment-là, même si la mammaire est ouverte, elle ne dérange pas du tout. Sauf qu'il faut toujours se dire que faire un geste facile comme une annuloplastie sur un cœur ischémique, d'accord, mais faire des gestes sur les muscles papillaires à l'intérieur du VG sur un cœur fibrillaire, il faut oublier, parce qu'on aura du sang tout le temps. On va manipuler, on aura du sang, on ne verra rien du tout. Et donc un geste facile comme une annuloplastie, c'est possible. On met des points sur l'anneau et on met l'anneau en place. Et pour cela, on descend la température jusqu'à 29. Il n'y a rien de mieux pour le cœur que d'avoir une mammaire ouverte avec du sang oxygéné qui passe dans le myocarde. Oui. On se fait souvent des idées qu'il faut la fermer. Non, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Et alors à ce moment-là, on travaille sur cœur fibrillaire. Mais même si je mets le ballon, si on refroidit, le cœur s'arrête. En général, les mammaires restent ouvertes et il n'y a aucun dégât suite au sang qui passe encore dans les mammaires, dans le myocarde. Ok, ben parfait alors, très bien. Alors, comme avait signalé Hicham à l'occasion de son intervention, on a la chance de faire une mitrale jour ici au Maroc. Donc, la pathologie de la valve mitrale fait, on va dire, le pain quotidien du chirurgien cardiaque ici au Maroc. Sauf que voilà, c'est des valvulopathies rhumatismales. Est-ce que Oui. vous en avez l'expérience en chirurgie vidéo-assistée? J'ai beaucoup d'expérience avec les pathologies rhumatismales. Il est vrai que dans un sujet jeune, je parle par exemple d'une jeune femme de 30 ans avec une pathologie rhumatismale, il est impératif, à mon avis, de faire une réparation. On va très très vite pouvoir juger si c'est possible de faire une réparation, oui ou non. Mais souvent, on peut éplucher la valve, on peut raser, on peut mettre des cordages, on peut créer des fenêtres dans les muscles papillaires, etc., pour améliorer le gradient et pour améliorer le fonctionnement de la valve mitrale. Et ce est possible, évidemment, par la même voie d'abord, c'est-à-dire la voie porte-access, sans aucun problème. Il faut du débrouille, il faut être sûr d'avoir un beau panier avec des instruments pas célioscopiques, des instruments sur tige prévus à cet effet pour la chirurgie cardiaque. Il faut avoir une bonne colonne vidéo, il faut avoir au moins 2 clans Cheatwood pour pouvoir clamper, il faut avoir une longue canule pour pouvoir faire l'accès direct dans la racine aortique pour donner la cardioplégie. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer un petit PowerPoint où je mentionne exactement de ce qu'on a besoin pour commencer son activité. Et il est évident que ça se prête tout évidemment aussi au remplacement de la valve mitrale que j'ai pratiqué souvent dans les cas où il n'était pas possible du tout de réparer. Donc là, par exemple, chez vous, j'imagine que vous faites pas mal de remplacements. Ou si, chez des patients jeunes, si ce n'est pas possible du tout de réparer. Mais là, il faut regarder, par exemple, au Thaïlande, il y a un ami à moi qui fait un travail fantastique sur la valve rhumatismale et qui arrive à réparer très, très, très souvent. Des valvulopathies rhumatismales. D'accord. Oui, oui. Bon, déjà, votre topo là, c'est une sorte de feuille de route pour tout jeune chirurgien qui a envie d'installer un programme de chirurgie vidéo assistée. Et donc, en plus, si on peut avoir le PowerPoint, ça fera une checklist à vérifier avant de programmer chaque malade. C'est très gentil à vous de partager ce PowerPoint avec nous. Alors, il y a 2 questions dans la salle qui se rejoignent et qui sont about cost effectiveness de la chirurgie invasive par rapport à la chirurgie conventionnelle. Sachant que voilà, on évolue dans quand même. Oui. Il y a eu des études. Je vais faire la comparaison
à la limite presque grotesque. Quand on utilise le robot, on utilise l'endoclin et on utilise le cornode, c'est pas l'ombre d'un doute que ça va devenir extrêmement onéreux et que l'équilibre cost-effectiveness sera négatif. Si l'on utilise le ballon, on utilise le pouce-nœud et on n'utilise pas le robot, on fait tout à la main. Il y a eu des études, notamment par Louvain, par KUL à Leuven, qui ont pu prouver qu'on réduit considérablement le séjour en réa et de la sorte, on arrive à réduire considérablement le coût pour le malade tout en le réintégrant dans son milieu social et son travail, des fois 2 mois plus tôt. Donc là, c'est pas l'ombre d'un doute que, et en plus de ça, si l'on commence avec le clan Chitwood, des instruments sur tige et le pouce-nœud, normalement, ça ne devrait pas être plus coûteux qu'une opération normale. Il faut faire un petit investissement, c'est-à-dire l'écho dans la salle avec ou bien le cardiologue, ou bien l'anesthésiste qui est très compétent. Il doit pouvoir donner les meilleures images, ça c'est indispensable. Il faut avoir une bonne colonne vidéo, il faut avoir un bon panier avec je peux vous faire le dessin de ce panier pour avoir les bons instruments, et puis il faut avoir la bonne équipe. Et là, je souligne une fois de plus, essayer de travailler avec la même équipe dans les débuts de la chirurgie mini-invasive. Autrement, vous allez avoir les mêmes bouchons, les mêmes embouteillages, les mêmes problèmes, les mêmes issues chaque semaine si vous travaillez avec une autre équipe. Il faut avoir le même chirurgien, et ils doivent, eux, être vraiment, mais ils doivent s'engager 100%. Tellement important. Ça ne fait aucun doute. Et puis, ça devrait jouer. Pardon, je vous laisse parler. Pardon. Je vous laisse la parole. Puis ça devrait jouer avec une bonne équipe, avec un bon panier, une bonne écho et une bonne colonne vidéo. Et au début, n'hésitez pas à faire une ouverture un petit peu plus grande, à utiliser la vision directe, à utiliser le Chitwood clamp. Et finalement, petit à petit, il faut avoir dans sa tête le but final, c'est totalement endoscopique. Oui, exact. Alors, tout au long donc, de votre présentation, on a bien compris que vous avez bien fait d'ailleurs de rappeler les avantages de la chirurgie mini-invasive. Il faut peut-être rappeler aux jeunes chirurgiens qui sont parmi l'audience. C'est d'abord donc la sécurité du patient, mais en même temps avec l'avantage d'offrir moins de séjours en réanimation, moins de séjours hospitaliers, moins de douleurs en post-opératoire, moins de complications, à savoir moins de saignements, et moins de ventilation mécanique prolongée, moins de morbidité pariétale et au final, donc paradoxalement, la chirurgie vidéo assistée va offrir des résultats meilleurs par rapport à la sternotomie et paradoxalement là aussi sur des malades qui sont encore plus lourds. On a vu la patiente obèse installée sur la table opératoire. C'est un cauchemar pour le chirurgien que d'opérer par sternotomie, alors que ce sont des patients tellement faciles à opérer par vidéo. Les patients Redux aussi, Redux de pontage coronaire, c'est beaucoup plus facile de les aborder par vidéo plutôt que par deuxième sternotomie. Donc, de là, la chirurgie cardiaque a montré, mini-invasive, bien sûr, a montré la supériorité par rapport à la chirurgie conventionnelle. Ça ne fait aucun doute, tout en assurant, bien sûr, la même efficacité que la chirurgie conventionnelle. Il faut dire que tous les gestes qu'on fait par sternotomie sont faisables et parfois même avec plus de simplicité par voie vidéo assistée. En plus de tous les bienfaits de la chirurgie vidéo assistée, mini-invasive en général et vidéo assistée particulièrement, il y a l'intérêt cosmétique que peut-être le patient regarde en premier, le chirurgien regarde en dernier, mais aussi il y a l'intérêt du coût. Et je me rappelle avoir lu il y a quelques années déjà un article sur le Financial Times qui a parlé, donc, justement, qui a évalué le coût de la chirurgie vidéo assistée, mis à part l'investissement, on va dire, supplémentaire au niveau d'un outillage, un certain outillage plus ou moins simple, à savoir une colonne de vidéo qui devient maintenant un outil banal dans les blocs opératoires, et quelques instrumentations donc, de chirurgie cœlioscopique, l'investissement reste tout à fait acceptable et tout à fait contrebalancé par les bienfaits de cette chirurgie qui va réduire le séjour en réa, le séjour intra-hospitalier et donc le coût global
de la chirurgie. Je pense que je ne sais pas si vous avez fait des études dans ce sens dans votre centre ou pas. Moi-même, non, parce que nous n'avions, comme j'avais la foi et que pour moi c'était quelque chose de devenu très vite quelque chose de sacré, on n'a jamais eu un groupe de contrôle comme de mes débuts. Et je parle alors déjà d'il y a 25 ans, mon but était d'opérer chaque mitral par voie endoscopique et comme ça j'ai pu accumuler une expérience énorme. Quand je dis aux États-Unis je faisais 250 mitrales par an, ils ne me croient tout simplement pas parce que vous savez qu'aux États-Unis la moyenne des chirurgiens cardiaques c'est 10 mitrales par an et avec 10 mitrales par an, jamais de la vie on va pouvoir atteindre un niveau endoscopique assez important pour faire ça de façon routinière. Et donc un groupe de contrôle, je ne l'ai jamais eu, mais il n'y a pas photo, tout simplement. On voit les malades. Après, il y a des malades qui j'ai personnellement opéré un ami à moi qui avait 50 ans ou 55. J'ai réparé sa valve mitrale, j'ai réparé sa valve tricuspide et au bout de 15 jours, j'ai fait 18 trous de golf avec lui. Il a marché pendant 18 trous et il a fait une partie de 18 trous, ça veut dire 4 heures avec moi 15 jours après son opération. Pas l'ombre d'un doute que la réhabilitation est beaucoup plus rapide. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est des malades qu'on voit quitter l'hôpital à J5, ils sont déjà en pleine forme et ils n'ont quasiment pas besoin donc, de réadaptation cardiaque par rapport aux patients qu'on opère par sténotomie totale. Alors, en comparant la chirurgie vidéo-assistée par rapport à la chirurgie par mini-sténotomie, qui est quand même une chirurgie mini-invasive, classée parmi les chirurgies mini-invasives, mais à vision directe, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est une étape indispensable. C'est une très, très bonne étape. Il faut se lancer dans la chirurgie mini-invasive et pour la valve aortique, j'ai toujours fait la mini-sterno par une incision de 6-7 cm, mini-sterno qui dévie dans ou bien le 3e ou le 4e espace. Et puis, c'est une excellente école parce que là, déjà, l'accès est plus petit. On utilise le pouce-nœud, on utilise des instruments, on est dans un espace restreint et tout ça, cela vous permettra à être plus confiant dans une chirurgie qui, pour nous, ça a toujours, on fait une sténotomie, on ouvre énormément et puis on peut mettre la tête dans le thorax du malade. Là, on s'adapte facilement et avec une sorte de transition plus facile dans une chirurgie qui est plus exigeante, c'est pas l'ombre d'un doute aussi. Mais donc, à mon avis, faire la chirurgie sur la valve aortique par mini-accès, l'anesthésiste se prépare pour la canalisation de la jugulaire, vous vous préparez sur la canalisation de la fémorale, vous mettez un clan normal, vous vous préparez avec pas mal d'outils qui sont très, très utiles pour la chirurgie finalement qui sera totalement endoscopique, mais c'est une étape très, très importante et extrêmement utile. Parfait. Au fait, je pense que c'est beaucoup plus mental et psychologique. Il faut s'adapter à un certain changement de paradigme. Autrefois, on disait, en plaisantant au bloc opératoire d'ailleurs, aux grands chirurgiens, les grandes incisions, c'est un paradigme qu'il va falloir complètement oublier. S'adapter justement à travailler à travers un jour opératoire éventuellement réduit, mais élargi par l'introduction d'une caméra. Et c'est juste voilà, ce changement de paradigme et cette adaptation. Bien sûr, il y a des skills à développer, il y a des techniques et des habilités et de la gestuelle à développer, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'impossible. Nous, dans Tiers-Monde, on a l'avantage d'opérer une mitrale par jour. Et donc, théoriquement, j'avais rédigé un article en 2008 sur la chirurgie mitrale vidéo assistée. Je l'avais conclu ainsi. Je pense que nos patients le méritent très bien parce qu'on opère des patients qui sont jeunes et parfois donc soucieux de l'esthétique et donc offrir donc de la chirurgie vidéo assistée à cette population de malades
est certainement quelque chose de très important. Alors, tout au long de votre présentation, on a parlé donc de l'apprentissage step by step. Vous n'avez pas cessé de répéter ça. Mais il y a Smaïl qui pose une question par rapport aux moyens et astuces pour simuler avant de passer au bloc opératoire. Vous savez, maintenant, dans tous les programmes pédagogiques, on inclut la simulation, l'apprentissage par simulation avant d'aller au bloc opératoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez nous recommander dans ce sens? Eh ben, vous savez qu'à Maastricht, il y a un chirurgien qui s'appelle Sardari qui a développé un setup dans le labo que l'on peut facilement simuler qui sert à simuler plus ou moins la situation du bloc pour la mitrale. Et à mon avis, ça, c'est très intéressant. Tous ceux que j'ai vus qui allaient s'entraîner presque tous les jours, un boîtier, une boîte à chaussures, un endoscope, je ne sais pas quoi, le pouce-nœud, les instruments, eh ben, ils ont fait des progrès beaucoup plus rapides. Et Costa, par exemple, il faisait partie d'eux. Hein. Lui, il n'arrêtait pas de s'entraîner avec le pouce-nœud, avec les instruments, et ils font des progrès beaucoup plus rapides. C'est là aussi. C'est un engagement à 100%. Il ne faut pas dire, oui, ben, je songe à le faire, mais j'ai d'autres choses à faire, ça ne marchera pas. Il faut avoir un engagement total. C'est sûr, c'est sûr. Alors moi j'ai une question, on a peut-être assez parlé de la mitrale vidéo. Une question par rapport au midcab. J'ai vu quand même d'excellentes vidéos que vous avez montrées au tout début de la présentation. Et je suis quand même impressionné par le nombre de pontages que vous faites. Vous arrivez à faire pas mal de pontages avec des anastomoses proximales sur l'aorte. Je pensais ça quand même un petit peu laborieux avant de voir votre présentation. Parce que pour moi, le midcap, c'est un monopontage, mammaire sur l'IVA, éventuellement un séquentiel diagonal IVA. Est-ce que vous arrivez à faire des pontages multiples avec cette voie d'abord, on va dire? Moussine, je l'ai fait par le passé, à une époque où les cardiologues interventionnels étaient moins agressifs. Et aujourd'hui, nous ne voyons plus les cas où l'on a, on peut faire 3-4 pontages. C'est possible, ce n'est pas impossible. Il faut prélever la mammaire, on peut l'utiliser 2 fois diagonale IVA, et puis on utilise une veine, la première marginale, ça ne devrait pas être trop difficile. Mais c'est un petit peu laborieux. Mais une fois de plus, tout cela m'a permis à parcourir cette école qui est exigeante pour les instruments, pour le pouce-nœud, etc., etc. Le cornote, à mon avis, je suis pour le cornote, pour les remplacements, parce que là, on pousse le nœud, il est fait, et il est fait à 100%. On ne rate jamais un nœud pour une réparation. Ce serait, à mon avis, ce serait dommage de ne pas saisir l'opportunité de d'utiliser le pouce-nœud sur des 4-0, des 6-0, les nœuds sur l'anneau, parce que c'est là qu'on fait l'apprentissage. Et quand on utilise le cornote tout le temps, le jour où il faudra faire un nœud délicat sur un Gore-Tex, on va le rater, c'est clair. Donc, tout cela, c'est un ensemble et il faut saisir chaque opportunité pour essayer de s'améliorer et de s'entraîner. Et le mid-cab, oui, mais il y a de moins en moins de cas. De prélever une mammaire, c'est une très, très bonne école. Mon fils le fait régulièrement, des fois. Et puis, le grand avantage de mid-cab, le grand avantage d'avoir l'étiquette d'être un chirurgien mini-invasif, on devient sans aucun doute un meilleur partenaire pour le cardiologue. Ils adorent, ils aiment, comme ça on peut travailler ensemble. Oui, vous avez une partie à vous, on a une partie à nous. Et puis quand on reste du côté de tous ceux qui disent mini-invasif, mais c'est nul, ben, on ne sera jamais un bon partenaire dans le hard team, ça c'est clair, parce qu'eux n'apprécient qu'une chose, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux aussi présenter à leurs malades une intervention mini-invasive en disant mais vous serez en dehors de la clinique après 5 jours, vous allez pouvoir reprendre vos activités après 3 semaines au lieu de 3 mois. Ça, c'est un monde de différence pour tout le monde. Exact, exact. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Je pense que voilà, les questions qu'on avait à vous poser ont eu toutes les réponses qu'il fallait. Je pense, cher Hugo Van Herman,
on ne va pas abuser de votre gentillesse plus que ça. Et si vous permettez, on va clôturer cette séance. Bien sûr, avant ça, il va falloir vous remercier comme il se doit. Je tiens à vous rappeler que pour moi, que pour pas mal d'entre nous, sinon l'unanimité, vous êtes une vraie légende vivante. Ça a été un immense plaisir de vous avoir parmi nous sur la plateforme de la Tangier Heart and Vascular Academy. On a hâte de vous voir dans la vraie vie, de vous voir en direct, sur un patient au bloc opératoire, en chirurgie vidéo assistée. Vous avez les remerciements de la part de toute l'audience. Hicham voudra peut-être certainement dire un mot avant la clôture. Oui, certainement, certainement. C'est un réel plaisir, un honneur. Et merci beaucoup, Hugo. Et je pense que ce n'est que le début et que on vous invite déjà à venir, à vous voir au Maroc, j'espère très prochainement dans notre prochain événement, je dirais. Ce sera vraiment un plaisir de vous voir. Merci aussi pour le topo qui a été clair. Et je vous remercie aussi parce que c'est très formateur dans votre exposé pour nos jeunes chirurgiens, nos jeunes résidents. C'est très clair, les messages sont clairs, les images sont belles et c'était vraiment un plaisir de voir ça. Donc encore une fois, merci et j'espère bientôt vous rencontrer dans la vraie vie, je dirais, et non pas à distance. Hicham et Mohsin, d'abord, bravo pour ce plateau de l'Académie Cœur et Vaisseau de Tanger qui est magnifique. Vous avez tous mes encouragements et je suis l'homme le plus heureux au monde si j'ai pu inspirer, parce que finalement, c'est tout ce qu'on peut faire dans la vie, inspirer des jeunes pour essayer de faire de bonnes choses dans la vie. Merci à vous. Merci. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Et voilà, je vois qu'il y a professeur Pomar qui vient de se rejoindre à nous. José est là? Oui. Allez, on va lui donner la parole. Monsieur oui. José, vous êtes là? Oui, je suis. Hugo Van Herman nous a émerveillés par une excellente présentation sur la chirurgie mini-invasive de la valve mitrale. Je suis arrivé en retard, mais j'ai vu pas mal. Je connais très bien Hugo et ce qu'il a expliqué et toutes les questions, tout ça. Et en fait, je suis plus que content de voir pas seulement un grand ami et aussi la possibilité de faire des choses au nord de l'Afrique avec beaucoup d'amis. Et vraiment, je suis ravi de vous revoir. Et je regrette un peu arriver en retard. Ça a été un problème technique. Non, mais José, c'est pas grave. Je n'ai pas arrêté de te remercier parce que tu m'as donné l'occasion de rencontrer un monde merveilleux de chirurgiens cardiaques mini-invasives et en l'occurrence aujourd'hui, mon cher Hugo Van Herman. Merci pour tous les efforts que tu fais pour que ces webinaires se passent dans les meilleures conditions et merci pour ce transfert de savoir qui se fait dans le sens nord-sud. En attendant, bien sûr, comme on a dit à chaque fois, de faire des malades ensemble au bloc opératoire. Hugo Van Herman, vous nous avez fait un immense honneur et un immense plaisir. On ne cessera de le répéter, de vous remercier et dans l'espoir, bien sûr, de vous voir au bloc opératoire. Mais je vais dire à mon ami José Luis, un jour, il se rendra chez moi en Andalousie et puis on prendra la voiture ensemble pour aller à Tanger pour vous donner quelques jours d'inspiration, de soutien, etc., etc. OK? Je Absolument. serai merveilleux. Magnifique. Merci. OK. Je vous attends avec beaucoup d'impatience, les bras grands ouverts. Super. Merci d'avance. Merci d'avance. Au revoir. Salut, Hugo. Voilà. À très bien. Un abrazo. Ciao, ciao. Un abrazo. Ciao. Ciao. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.